ravisseurs. Ils ont demandé en première lecture 50 millions, c'est 10 millions par tête. L'ultimatum devait expirer il y a quelques 48 heures déjà, mais voilà, après l'annonce de la mort d'un des 5 enfants, les ravisseurs sont revenus entre guillemets à la raison et désormais c'est seulement 5 millions de francs CFA qu'ils demandent. J'enlève seulement, c'est 5 millions de francs CFA qu'ils demandent, une réduction drastique qui a suscité l'empathie de la communauté nationale qui désormais est en train de se mobiliser pour une récolte des fonds afin de payer cette caution pour la libération pure et immédiate des enfants restants de cette dame. Annie-Florentine Nga, c'est le nom qui circule sur toutes les lèvres et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux en ce moment. Le Jour en parle ce matin et revient justement sur les conditions de l'enlèvement de ces enfants. Nous sommes dans la localité de Zizagué, c'est entre Marois et Koussiri. De retour des vacances, ces enfants s'apprêtaient à regagner la ville aux 7 collines auprès des bras de leur mère. Mais malheureusement, le bus de transport aurait été intercepté par des membres se réclamant de la secte terroriste et islamiste Boko Haram, aurait kidnappé plusieurs passagers et aurait progressivement relâché certains jusqu'à ces enfants qui sont gardés en captivité. Donc la rançon était fixée à 50 millions et laquelle serait descendue à 5 millions. Alors comme je le disais, c'est le nom Anne-Florentine Nga est le nom qui se lit sur toutes les lèvres et qui se prononce à tout bout de champ, sauf du côté du gouvernement. Et Émergence, justement, s'inquiète de ce silence d'État. Aucune communication jusqu'ici n'a émergé des hautes instructions, n'a émergé des cases du gouvernement. Le porte-parole de celui-ci est resté jusqu'ici atone, un silence lourd qui contraste avec les cris de douleur de cette dame qui s'est penchée sur plusieurs médias et qui crie sa détresse en appelant le gouvernement à l'aide. Oui, à l'aide, il faudra que celui-ci, on parle bien du gouvernement, prenne des mesures pour ramener ses enfants à la maison et très vite, du moins pour ceux qui restent, car on ne sait toujours pas si d'ailleurs ils sont toujours tous en vie ou alors s'ils sont passés de vie à trépas sous le coup de la barbarie de cette secte islamiste. Alors comme je le disais, il y a une mobilisation qui est en train de prendre de l'ampleur. Les appels à contribution se multiplient de manière à envoyer la somme demandée par les ravisseurs. Si vous voulez, on reviendra dans le décryptage sur est-ce que c'est une méthode approuvé par l'État ou pas. Est-ce qu'il est permis aux citoyens de contribuer pour ce genre d'affaires? On reviendra et on expliquera un peu les circonstances dans lesquelles ceci peut être accepté. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs sujets à l'ordre dans la chemise de l'actualité ce matin. Après ce sujet sur la sécurité, voici un autre sur la politique. Oui, on ouvre cette page politique avec le Conseil constitutionnel qui est appelé encore à statuer dans les prochains jours sur deux sujets. Le premier, vous savez qu'il y a quelques jours déjà, le Conseil constitutionnel justement a délivré les numéros et les couleurs aux différents partis politiques ou à tout le monde, aux différents candidats retenus pour la prochaine présidentielle. Alors certains se sont plaints que la couleur qui leur attribuait ne leur sied pas. Donc ils ont introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel qui aura donc à statuer là-dessus et pourra, si oui ou non, si les demandes sont fondées, accorder gain de cause à ceux qui se sont introduits en recours chez eux. Est-ce que ce n'est pas déjà assez tard pour changer ces couleurs? Non, c'est possible parce que de toute manière, le Conseil doit statuer. Donc le Conseil statuera dans les prochains jours sur cette question et pourra encore changer puisqu'on n'est pas encore en période de campagne. Donc juste avant la campagne, on peut encore changer les couleurs. Le deuxième sujet est un peu plus, on va dire un peu plus énigmatique, hein, parce que c'est Akeremouna, bon ami Akeremouna justement, qui a introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel pour voir l'invalidation de la candidature, tenez-vous tranquille, du président de la République actuel, candidat à sa propre succession, le président Paul Biya, qu'il juge non légale, dont la candidature pour l'ex-bâtonnier Akeremouna est non légale. Il devrait être taxé d'inéligibilité. Alors, est-ce que cette candidature, ou alors est-ce que ce grief sera recevable ou pas? Vous le voyez à l'image. Mutation, justement, a choisi cette titraille. Recevable ou irrecevable, on parlera bien
bien à la fois justement des recours introduits pour les différents incompressibles liés aux cartes et autres, mais surtout, on scrutera de près si Clément Atangana et son équipe donneront libre cours et gain de cause à l'ancien bâtonnier en déclarant recevable le recours introduit justement par l'ex-bâtonnier. Alors, deux choses ressortent quand même de ce nouveau vocabulaire qui désormais se partage comme des petits bouts de pain sur la scène nationale. Ça peut être recevable sur la forme, mais irrecevable dans le fond. Donc, oui, c'est peut-être recevable sur la forme parce que les différents incompressibles liés à la formulation ont été respectés, mais irrecevable dans le fond. En tout cas, c'est un autre round qui s'apprête à être joué du côté de la Cour constitutionnelle. On reste en politique et on a une image qui défraie la chronique. Et c'est peut-être une image assez énigmatique de ce qui pourrait être l'avenir du Cameroun. Entre un parti politique ou un homme qui désormais draine derrière lui quand même une bonne partie des Camerounais et un autre qui représente la jeunesse, qui représente l'alternance et même une alternative crédible en termes de prouesse, en termes de projet politique, mais surtout en termes de vision. Vous le voyez, c'est la lune qui aujourd'hui éclaire ces deux hommes, Maurice Kamto et Cabral Libye. Alors, ce n'est pas anodin que ces deux personnes soient placées côte à côte parce que jusqu'ici, les partisans de Maurice Kamto se sont versés dans une sorte de diatribe un peu malfaisante et même malveillante vis-à-vis du PCRN et surtout ad hominem du président Cabral Libye. Alors, est-ce que c'est une méthode de diversion? Est-ce qu'au fond, le président Maurice Kamto pourrait s'allier au président Cabral Libye pour ce qu'il appelle la rupture et le progrès, parce que c'est ainsi qu'il a nommé son programme politique, le programme de la rupture et du progrès, avec son manifeste Ce que j'ai vu, c'est-à-dire après avoir observé l'appareil étatique de l'intérieur. Donc il se propose d'apporter une alternative, pas seulement une alternance, mais une alternative crédible à ce pouvoir qui dure depuis près de 4 décennies déjà. Alors, est-ce qu'il pourrait, dans les différentes probabilités, se faire accompagner par Maurice Kamto? Ce serait un appui de poids, mais surtout ça pourrait ouvrir la voie justement à un véritable consensus dans l'opposition, parce que les deux, pas de façon personnelle, sont à couteau tiré, c'est-à-dire leurs partisans malheureusement ne se font pas des cadeaux sur les réseaux sociaux, ils sont taxés l'un et l'autre de traîtres, de taupes, de cheval de Troie, mais en réalité, si au final les deux se mettaient ensemble, ça pourrait faire un duo de choc. En tout cas, la lune lit un peu comme dans des boules de cristal et fait des projections quant à ce qui pourrait être l'avenir politique du Cameroun prochainement à la veille des élections. On pourrait avoir justement une alliance entre Maurice Kamto et Cabral Libye. En tout cas, on restera très attentif à la scène politique pour voir si oui ou non ce rêve-là était une utopie ou alors se transformera en réalité. L'action, justement, revient sur des réalisations du président Paul Biya qui passent trop sous silence à son goût. Il revient sur notamment le secteur éducatif et ces révolutions qui ont eu lieu et ont émergé depuis le magistère du président de la République, et il cite des secteurs assez névralgiques. Le secteur de l'éducation aujourd'hui au Cameroun a connu un bond considérable depuis les années 90 avec la multiplication notamment des universités, là nous sommes au supérieur. On a également la libéralisation du secteur de l'enseignement qui permet justement à des privés de pouvoir ouvrir des établissements, toutes choses qui aident le gouvernement à élargir l'assiette de l'éducation et à permettre aux uns et aux autres parents de tous bords d'envoyer leurs enfants à l'école. On parle également de la révolution, même si c'est une révolution questionnable, de l'éducation publique, notamment dans les secteurs inférieurs. On parle là de l'éducation de base qui était censée être gratuite selon un décret présidentiel, mais aujourd'hui naturellement les parents se plaignent de la haute charge de l'APE. Oui, c'est compliqué. Ça devient un peu plus compliqué de payer l'APE que de payer les charges inhérentes aux frais d'inscription des enfants qui étaient préalablement acceptés. Donc, à titre de comparaison, c'était moins asphyxiant que de payer les inscriptions quand l'école était encore payante, que de payer l'APE aujourd'hui, alors que l'école est censée être gratuite. Donc oui, cette révolution-là a été comme une sorte de coup d'épée dans l'eau, parce qu'au final, elle n'aide pas véritablement les parents à s'en sortir.
sortir, surtout ceux qui ont plusieurs enfants. La multiplicité et la multiplication des établissements scolaires, même dans les régions les plus éloignées, a été également, selon l'Action, un point positif à mettre à l'actif du président de la République. Et de toute manière, conclut l'Action, le président reste déterminé à transformer chaque zone d'éducation prioritaire en un véritable hub où les enfants pourront profiter de ce droit fondamental, le droit à l'instruction, le droit à l'éducation. Allez, on passe de l'éducation justement au travail. Et là, c'est un point particulier. Je sais que c'est une lutte, c'est un combat que vous également vous menez, notamment à travers vos différentes plateformes. Là, Oui. le travail des enfants, le travail précoce Bien des sûr. enfants. En période de vacances, on les voit allant et venant sur les rues, sur la voie publique, exposés à toutes sortes de dangers, d'enlèvement, de viols, de vols et toutes sortes de choses dangereuses. Le flambeau aujourd'hui élève la flamme justement de la conscientisation et de la sensibilisation sur le travail des enfants et précise que le gouvernement est contre ce travail-là et continue à veiller au grand. Alors il faut rappeler que le ministre en charge du travail et de la sécurité sociale, en association et en partenariat avec celle de la promotion de la femme et de la famille, sont vent debout pour sensibiliser et pour conscientiser les parents, les tuteurs ou toute autre personne qui a à sa charge un enfant. N'envoyez pas vos enfants dans la rue, c'est dangereux. D'ailleurs, ils sont censés être protégés par des conventions nationales, mais surtout internationales ratifiées par le Cameroun, et partant ne peuvent être laissés sans surveillance, ne peuvent être jetés comme ça dans le monde professionnel alors qu'ils n'en ont pas l'âge. Laissez les enfants être des enfants, c'est le message passé par le gouvernement. Alors si on ne contredira pas le gouvernement sur ce point, il n'en demeure pas moins que les enfants, que les parents qui souvent voient leurs enfants dehors ne sont pas forcément des parents qui n'aiment pas leurs enfants, alors des parents inconscients, mais souvent ce sont des conditions compliquées et difficiles dans lesquelles ils évoluent, qui les forcent, comme qui dirait, à mettre ces enfants très tôt à l'étrier, à les sortir du lit alors qu'ils n'ont pas encore l'âge de se mouvoir tout seuls dans les rues. Mais voilà, on continue le travail de sensibilisation. C'est les parents qui sont censés assurer la sécurité des enfants et pas le contraire. Il faudrait que l'aiguille continue à tourner dans le bon sens. Et puisqu'on parle d'emploi, il y a un secteur qui malheureusement n'est pas encore exploré, mais qui pourrait donner des ailes. Oui, l'allégorie est bien trouvée, c'est le secteur aérien. Et c'est Bounia qui en parle ce matin. Oui, c'est un secteur en pleine émulation, mais qui malheureusement n'est pas suffisamment attractif, du moins n'est pas suffisamment connu du grand public, notamment du grand public camerounais. Et pourtant, on a des écoles qui forment très bien, que ce soit au Cameroun, mais également en Afrique, dans le domaine de l'aéronautique. Et vous, aujourd'hui, si vous décidez, si vous ne savez pas trop comment où envoyer votre enfant, et pourquoi pas l'aéronautique, il pourrait devenir un pilote, il pourrait devenir un assistant, un copilote, ou alors tous ces autres métiers qui rentrent notamment dans le secteur aérien, ça recrute et ça recrute. Ou un ingénieur même. Ou un ingénieur justement. J'ai un garçon, j'ai un fils qui s'intéresse beaucoup à ça, les avions. Voilà qui est de bonne guerre. Il y a des centaines, des dizaines d'opportunités en termes de métiers quand on parle du domaine aérien. Ce n'est pas uniquement des pilotes, ce n'est pas uniquement les hôtesses et tout le personnel de bord. Il y a de véritables satellites qui tournent, des satellites, des métiers satellites qui gravitent autour du secteur aérien. C'est bien de le savoir. Aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines seulement de la prochaine rentrée académique et les bacheliers qui sont pratiquement 71 000 cette année devront décider de ce qui sera leur avenir. Alors oui, il faut savoir que le secteur aérien recrute. Donc, si vous remplissez les critères, vous pouvez toujours postuler dans dans ce secteur-là. Allez, on sort de cette revue de la presse avec l'écho de l'Ouest. Oui, Ouest Écho aujourd'hui fait résonner en écho le cri des populations qui s'insurgent contre la nomination d'un chef nommé par le ministre de l'administration territoriale. Alors c'est une histoire assez bizarre quand même, parce que le village en question... Ça ne finit pas, hein? Ça n'en finit pas. Le village en question, nous sommes dans le département du Noun, à Malantoine. En fait, il y a une petite, vous connaissez la localité, il y a une petite localité près de Malantoine, justement, qui a été départie d'une parcelle de terre, du moins d'une parcelle de territoire,
pour créer un autre village. Oui. Le ministre de l'administration territoriale, il faut le préciser, en a le droit. C'est lui qui est censé justement morceler les territoires et consorts. Mais en réalité, dans la culture africaine, la culture camerounaise, ces frontières imposées par le colon et plus tard par les suppôts de celui-ci, en tout cas par l'administration, ne sont pas légitimes. Parce que auparavant, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Ah oui. Chaque territoire avait une histoire, avait une culture, avait une naissance. Et donc, on ne peut pas se lever un jour et décider que désormais, cette localité n'appartient plus à telle autre et créer une autre. Donc, Et les terres appartenaient à certaines familles. les terres appartiennent aux communautés. Aux communautés, C'est ça, aux familles, aux communautés. Et donc, les populations de cette nouvelle, enfin, de cette ancienne localité qui désormais sont obligées de faire allégeance à un nouveau chef, parce que installé par le ministre de l'administration territoriale, on dit niet. Ça ne se passera pas comme ça. Mais bon, on attend de voir si le niet continuera à être niet jusqu'à la fin, parce que voilà. On sait qu'il est très patient aussi et très têtu, hein, le ministre de l'administration territoriale. Le grand Paul Tanganji. C'est lui. Okay, dear televiewers, thank you so much. I think it takes us to the end of this press review, but we're going to be back right in a couple of minutes with decryptage, and we're going to get back to this case of these 5 children that disappeared, and their mother is still wailing and crying out for help from this or that person. Is it regular or not? Just after this, decryptage is going to give us the opportunity and the answers. Nous sommes de retour pour le décryptage du jour, toujours by LGRIM. Cette fois-ci, on reviendra en détail, en détail sur ce cas que vous avez mentionné, ces 5 enfants qui ont été enlevés et des rançons demandées. Pourquoi est-ce normal que les gens se trouvent obligés de peut-être contribuer pour cela? N'est-ce pas faire l'apologie de la violence ou bien autant de choses? C'est une question pertinente, c'est une question de journaliste, c'est très intéressant. Alors, rappel des faits. Le 14 août dernier, un bus de transport revenant de l'extrême nord en direction du nord et plus tard peut-être pour la partie du centre, justement du centre, est pris à partie par un groupe de terroristes qui se réclament de Boko Haram. Ils font descendre les passagers. Quelques-uns sont dépouillés et puis remis en selle. D'autres sont libérés au fur et à mesure. Seulement, 5 d'entre eux restent entre les mains des ravisseurs. Il s'agit de 5 enfants d'une même famille, d'une mère, Madame Ga, qui aujourd'hui pleure, crie, appelle au secours, lance des SOS à tout vent pour le retour de ses enfants. Parce que dans l'intervalle, les ravisseurs prennent donc attache avec la mère et lui demandent 50 millions de francs CFA pour la libération de ses enfants. Seulement, quelques 24 heures après cette demande, un enfant aurait été assassiné pour preuve garantie du sérieux des ravisseurs dans leur demande. Ils lancent donc un nouvel ultimatum en disant que même lundi à 13 h, si rien n'est fait, si aucun virement n'a été versé, alors le reste des enfants sera tout bonnement tué. La mère se répand donc sur les réseaux sociaux, dernier refuge, car le gouvernement semble rester atone, sourd et même silencieux à cette plainte, à ces cris de cette mère éplorée. Jusqu'aujourd'hui, l'événement s'est passé le 14, nous sommes le 20 aujourd'hui, et à l'heure où on parle, jusqu'ici, aucune communication gouvernementale n'a émergé. Alors, avant de trop s'en faire et avant de jeter le gouvernement à la vindicte populaire, il faudrait savoir comment ça fonctionne dans ce genre de cas. 2 choses. La première, c'est que les communications dans ce genre de situation, notamment s'il y a des opérations en cours pour le retour des enfants, ne sont pas censées être publiques. Pourquoi? Pour des questions de sécurité et de stratégie. Si les ravisseurs qui ont accès justement à ces différentes plateformes de communication, que ce soit la communication formelle à la télé ou alors la communication informelle à travers les réseaux sociaux, est portée sur les opérations qui sont en train d'être menées pour les retrouver, alors ils doubleront de vigilance et cacheront un peu mieux eux et les enfants qui sont. Donc, il est possible que ce soit mis, que l'absence de communication du gouvernement soit mise sous le coup d'une stratégie et peut-être d'une opération déjà en cours. Mais à cette question ou alors à cette directive, on pourrait opposer un autre fait qui peut-être fait jurisprudence aujourd'hui dans ce genre de cas. Nous sommes en 2013, toujours dans cette partie septentrionale du pays, où un couple de Français avec ses enfants sont kidnappés. Le gouvernement immédiatement fait un communiqué pour dresser la situation et dire que tout est en train d'être mis en œuvre pour le retour sain et sauf
de cette famille. 48 heures plus tard, la famille sera libérée. Il faut rappeler que c'était également une prise d'otage avec demande de rançon. Alors, quand on étudie les deux cas, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas, dans le cas du Cameroun, une sorte de perte de patriotisme ou alors de légitimation de la violence de l'injustice sur les compatriotes? Est-ce que le sang des Camerounais n'apparaîtrait pas un peu comme, on ne pourrait pas passer par perte et profit quand on vit ce genre de situation? Je suis très mal placé pour répondre à cette question. On défend plutôt les intérêts diplomatiques, c'est ça? Je suis très mal placé pour répondre à cette question. J'énonce les faits et chacun se fera à sa propre conclusion. Voilà. La deuxième chose qu'on peut sortir, et justement qui répond à votre question, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est acceptable que des personnes lambda, population soit dit en passant, se mobilisent pour payer la rançon d'une personne qui a été kidnappée? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que le Cameroun, dans sa politique intérieure et extérieure, ne négocie pas avec les terroristes. Ah oui. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de rançon, pas de façon ouverte, officielle de toute manière, à des personnes. Négocier avec eux, c'est d'accepter ce qu'ils font. C'est tout bonnement ouvrir la boîte de Pandore et dire que de toute manière, désormais, on peut kidnapper des gens et on va payer la rançon. Donc, la politique extérieure et intérieure du Cameroun concernant ce point-là est clair et définitif. On ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes, on les arrête, on les fait passer par les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. Alors, je continue à rester confiant en me disant que le Cameroun actuellement, qui fait partie des systèmes, qui a les systèmes de renseignement parmi les plus performants d'Afrique, est en train de tout faire pour retrouver ses enfants et leurs ravisseurs. Ça, c'est mon souhait et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Dans l'intervalle, les contributions qui sont en train d'être faites pour payer la caution et la rançon qui est demandée ont du bon. Ont du bon pourquoi? Ont du bon parce que ça a réussi à taire toutes les considérations ethno-tribales et fascistes un peu qui aujourd'hui étaient en train de gagner le terrain. Cette histoire est venue remettre tout le monde au centre, remettre la balle au centre et remettre tous les cœurs en harmonie. C'est l'humanité qui parle. Exactement. Un brin d'humanité s'est ressuscité en ces Camerounais qui désormais ne veulent pas savoir si Madame Ga est du centre, du sud, du littoral, du nord, du nord-ouest. Non, c'est une maman qui pleure ses enfants. Et à cette maman qui pleure ses enfants, toutes les autres mamans, de quelque tribu qu'elles soient, tous les autres papas, tous les autres enfants sont venus pleurer avec elle et ont fait ce mouvement, ce geste de cœur. Donc oui, c'est un geste appréciable, mais cette rançon ne devra pas être payée. Pas de façon ostentatoire en tout cas, parce que sinon, ça envoie un message fort aux kidnappeurs. Oui. Ou alors à des personnes qui n'étaient pas encore kidnappeurs, mais qui pourraient le devenir parce que parce qu'ils savent que ça donne. Oui. Donc oui, la position du gouvernement est claire sur le sujet, je la rappelle, on ne négocie pas avec les terroristes. Quand il y a une attaque de ce genre, qu'il y a un acte, des enlèvements, des kidnappings, l'État se mobilise, sort les muscles pour entrer en contact soit avec les ravisseurs ou alors tout bonnement mener des opérations coup de poing pour pouvoir les dénicher, les débusquer et remettre en liberté les enfants de la patrie qui ont été malheureusement kidnappés. Donc on continue à prier beaucoup pour Madame Ga et on espère que le gouvernement fera tout de même une sortie parce qu'il y a des sorties qui peuvent être des sorties de mise au point, tout bonnement. C'est-à-dire que l'État prend acte, le gouvernement prend acte de ce qui s'est passé. Ça rassure la population parce que si l'État reste tranquille et un peu trop silencieux, on se demande à quel sens se vouer véritablement. Mais une prise de parole publique de l'État qui vient tout bonnement faire le point en disant nous avons été au courant qu'en date du 14 août, telle chose est arrivée à tel endroit. L'État fait tout ce qu'il peut pour retourner, pour retrouver ses malfaiteurs et libérer ses enfants. Ça rassure. Ah oui, ça met un baume au cœur. Et ça apaise d'abord la principale victime qui est la mère, mais également l'ensemble de la communauté nationale qui sait qu'on a un ange gardien qui veille sur nous et qui en cas de problème sera aux premières gardes et aux premières loges pour venir nous secourir. Donc l'appel naturellement au calme, l'appel et à la sérénité, l'appel est à la sympathie, à la compassion vis-à-vis de cette mère. Il faudrait que les messages de sympathie qui lui ont été adressés continuent à lui être adressés parce que vous avez vu, il y a 48 heures, quand elle a appris que l'un de ses enfants était mort, elle est allée à l'agence qui transportait ses enfants et elle s'est déshabillée. C'est un acte qui, dans notre culture, est un acte de désespoir profond. C'est même associé souvent à la malédiction. Donc si elle en arrive là, ça veut dire qu'elle est touchée dans ses entrailles et c'est vrai, c'est le fruit de ses entrailles qui est en train d'être molesté par ces indélicats. Donc oui, l'État a un véritable rôle de sécurité, mais aussi un rôle d'accompagnateur psychologique. Parce que ça se joue d'abord dans la psychologie.
Quand on dit dans les discours que les Camerounais sont des êtres résilients et que l'État entérine cette appellation, c'est pour que les Camerounais, dans leur subconscient, deviennent forts, se remplissent de courage, parce qu'on leur dit que demain sera un peu mieux. Qu'on souffre un peu aujourd'hui, mais que demain sera mieux. Oui, le travail mental et psychologique que des communications pareilles peuvent avoir. De la même manière, dans ce genre de situation, l'État ne peut pas se permettre de rester silencieux. Il faudrait une prise de parole pour préciser la position de l'État, pour condamner à tout le moins cette pratique et pour rassurer et la maire et l'ensemble de la communauté nationale que ne vous en faites pas. Nous sommes là. We can only wish for things to get better and for this woman to finally get hold of her children, and really much condolence to her and much courage, because it's not easy to have this number of children all from one mother held back by some people who are lunatics who really do not know what they are doing. So this kind of makes me think of condoléances, parce que il faut encore que ce soit to be proven, voilà, exactly. Et on espère de tout cœur que c'était juste une manœuvre pour forcer au paiement de la rançon. On espère vraiment que Thank you for the correction. Honestly, it's making me think of what's happening in the Northwest and the Southwest region. No, it can happen to any person. So it's something that concerns everybody, that should concern everybody, because today it's hard.